Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir ces 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. C'est un livre qui m'a été inspiré, comme tous les livres le sont. Il ne faut pas croire que les créations artistiques, les œuvres littéraires, tout ce qu'on produit est fabriqué par un petit neurone. On est connecté, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Quand j'étais enfant, je demandais toujours, je posais toujours la même question. C'était même un peu pénible. C'est la question qu'on se pose tous quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans. On se dit, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'y a-t-il après la mort? Et véritablement, moi je harcelais les adultes. Déjà, ça me trottait. Je disais, qu'y a-t-il après la mort? Alors, la plupart des adultes me répondaient, mais tu es bien trop jeune pour t'occuper de ça, tu verras plus tard, va jouer ailleurs, quoi, en fait. On voyait me promener. D'autres me disaient, ben écoute, personne n'est revenu de la mort, hein, on ne sait pas. Vous avez vu en première partie, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences. 18% les racontent. Les 100% les ont eu, je pense. Et puis, une troisième population me disait, ben écoute, si tu as été mignon et gentil, tu iras avec le bon Dieu, les anges, au paradis. Si tu as été méchant et vilain, tu iras brûler avec le diable pour l'éternité. J'étais pas très rassuré. Hein. On me rassurait pourtant en me disant, mais tu peux te racheter pour aller au purgatoire, et puis là, si tu vas au purgatoire, peut-être tu pourras gagner le paradis. Et moi je disais, mais quand est-ce que ça va se passer tout ça? Eh bien c'est au moment du jugement dernier. Et alors c'est quand? Ben, il faut attendre que tout le monde soit mort. Et je disais, ben dis donc, je vais avoir du temps devant moi. Et puis, je demandais aussi pourquoi je suis ici. Et quand je posais cette question, je disais aussi pourquoi je suis moi. Et là, je voyais un grand point d'interrogation se dessiner au-dessus de la tête de mes interlocuteurs lorsque je posais cette question. En particulier mon grand-père qui avait dit à mon père, tu sais, c'est pas normal, ton enfant, il se demande pourquoi lui, c'est lui. Il devrait l'amener consulter un pédopsychiatre. En fait, il manquait un mot à mon vocabulaire, il manquait le mot conscience. Peut-être que si j'avais dit qu'est-ce que la conscience, là on aurait su me répondre. Peut-être que mon grand-père n'aurait pas été pour autant rassuré, mais on aurait su au moins me dire quelque chose. En fait, c'était le mot qui me manquait, la conscience. C'est ça le grand mot. Nous verrons au cours de cet exposé, donc, le fonctionnement de la conscience tel que je le propose, c'est que je l'ai aussi proposé sur cette thèse de doctorat en médecine. Ça commence à être un peu pris au sérieux. La différence entre la conscience analytique et la conscience intuitive, les interactions de ces deux formes de conscience, les caractéristiques de la conscience intuitive, nous verrons des applications cliniques, et puis nous détaillerons comment vaincre les pires épreuves de la vie compte tenu de cet enseignement sur la conscience analytique et la conscience intuitive. En particulier, nous verrons point par point toutes les grandes épreuves que nous devons traverser, la perte d'un être cher, la perte de son animal favori, la maladie grave, le handicap lourd, sa propre mort, la perte affective, la perte de son métier, puis il faut bien en parler aussi, le matériel qui intéresse bien les gens de ce monde, la ruine, et nous verrons qu'il y a 3 clés pour faire face à ces différentes épreuves. Alors, il faut d'abord dire que pour l'observateur, être inconscient, celui qui ne bouge plus, celui qui ne donne aucun signe de vie. En fait, on peut dire que quelqu'un est inconscient lorsqu'il dort, lorsqu'il est dans le coma, lorsqu'il est sous anesthésie générale ou lorsqu'il est en état d'arrêt cardiaque. Pour l'observateur, qui est symbolisé par ce regard, eh bien, ces personnes sont inconscientes. Pour le médecin, pour le scientifique, la conscience c'est quoi? C'est avoir la perception d'être soi-même et savoir se repérer dans le temps et dans l'espace. Or, on s'aperçoit que quand on interroge les gens, eh bien, il y a une forme de conscience. 35% des personnes qui dorment disent avoir eu
des expériences pendant leur sommeil. 5% des personnes qui sont dans le coma, c'est pas beaucoup, disent avoir vu ce qui se passait autour d'elles pendant qu'on les pensait profondément inconscientes. Les visiteurs ont pu être décrits. Ce qui se passait dans une salle d'attente, près d'un box de réanimation. 5%, ce n'est pas beaucoup. 2%, ce sont les gens qui sont sous anesthésie générale. J'ai un cas personnel de patient qui, au cours de son anesthésie générale, a pu décrire ce qui se passait dans un bloc à côté de là où on anesthésie. Alors que cette personne ne m'avait posé aucun problème pendant l'anesthésie. Vous savez que l'anesthésie est de plus en plus sûre, je vous le dis si jamais vous devez vous faire opérer prochainement. Il y a 20 000 anesthésies par jour en France. Lorsqu'il y a un problème d'anesthésie, on en parle à la télévision. Vous voyez à quel point c'est sécurisé maintenant, grâce à toute la surveillance qu'on a mis en place, les salles de réveil, etc. et les protocoles. Donc cette personne ne m'avait posé aucun problème. On surveille tout, la respiration, l'oxygénation, la fréquence cardiaque, on surveille absolument tout. Et là, cette personne ne m'avait posé aucun problème pendant son anesthésie. Et pourtant, elle m'a raconté qu'elle avait traversé le mur, qu'elle avait vu ce qui se passait dans l'autre bloc. En l'occurrence, il s'agissait d'une séance d'amputation très précise, de 5 jours, etc. Elle a pu me raconter ça. Donc, on peut dire qu'il y a cette possibilité dès que la personne perd conscience, dès que la conscience analytique, on le verra tout à l'heure ce que c'est, s'arrête de fonctionner. Dans les morts cliniques, il y a 18% de personnes qui ont ces expériences, dont je vous ai parlé en première partie, les expériences de mort provisoire. 18% chez les adultes et 65% chez les enfants. Beaucoup plus chez les enfants que chez les adultes. Il y a une explication que je propose et que je vais vous donner dans quelques minutes. C'est la question, pourquoi pas 100%? Pourquoi 35% des gens qui sont endormis? Pourquoi 5% des comateux? Pourquoi 2% seulement des gens sous anesthésie générale? Et pourquoi 18 à 65% des gens qui sont en état d'arrêt cardiaque? Il faut dire que la conscience, pour quelqu'un qui est médecin scientifique, c'est exclusivement la conscience analytique. La conscience analytique, c'est quoi? Eh bien, c'est se repérer dans le temps et dans l'espace grâce à nos perceptions sensorielles. On a des perceptions visuelles, des perceptions olfactives, auditives, gustatives ou tactiles. Et ces perceptions vont nous permettre de nous dire où on se situe dans le temps et dans l'espace, à savoir que le temps et l'espace sont quand même assez reliés. Vous savez que vous êtes ici dans cette salle parce que quelque temps avant vous y êtes venu par exemple. Donc les informations sont quand même assez reliées, mais c'est ça la conscience analytique. Il existe en dehors de cette conscience analytique une autre forme de conscience qui celle-ci est niée par la communauté scientifique et par la communauté médicale. C'est la conscience intuitive, qui elle est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. Et ces perceptions extrasensorielles viennent d'un champ de conscience qui viennent du monde spirituel. Nous avons des informations, on l'a vu, qui viennent de nos défunts. Et ces consciences intuitives qui peuvent capter ces informations vont donner des informations médiumniques. C'est ce que nous avons parlé tout à l'heure. Mais peuvent aussi donner d'autres phénomènes qui expliquent qu'il y ait des comportements tout à fait inhabituels ou inattendus, et qui sont des comportements marginaux. Par exemple, un père de famille respectable va prendre un fusil d'un seul coup et tirer sur la foule. On l'a vu cet été, ce qui s'est passé, enfin plutôt, il y a quelques mois, ce qui s'est passé avec ce pilote qui a percuté une montagne en traînant avec lui toute une population qui était dans l'avion. On a vu aussi cet hiver
un jeune homme qui a pris son 4x4 et qui a foncé sur un marché de Noël et qui a écrasé des gens. Et quand on l'a interrogé, il a dit « j'ai entendu des voix et on me demandait de faire ça ». Alors, il se trouve que, effectivement, nous, dans nos sociétés occidentales, on ne pense pas du tout à ces phénomènes de possession. On ne pense pas du tout que des esprits mal intentionnés puissent prendre possession des gens à un moment donné pour leur faire des choses. Et nous, ce qu'on fait, on les enferme, on les protège, et on protège aussi la société par des moyens de contention. On les met dans des camisoles chimiques, ou alors on les enferme, on les met en prison, et tout ça parce qu'on ne connaît pas du tout cette possibilité-là. Et puis il y a aussi des gens qui ont des possibilités d'être reliés à des informations qui sont situées dans un champ d'information qui est au-dessus de nous. Erwin Laszlo parle des champs akashiques, Robert Sheldrake parle, lui, pense aux champs morphogénétiques, mais on voit bien que c'est la même chose. Nous avons des informations qui circulent, et il y a des gens qui sont capables de capter ces informations de façon simultanée, sans qu'il s'agisse parfois, c'est la vérité, mais on dit c'est du plagiat, mais d'autres fois, non. Ce sont des gens qui ont capté les mêmes informations et qui se mettent à écrire le même roman, par exemple, avec des analogies. Les grandes découvertes, que ce soit des découvertes artistiques ou même des découvertes scientifiques, sont faites presque simultanément sur cette planète. On a pu le noter. Les intuitions aussi arrivent de la même façon. Il y a aussi des informations temporelles et des informations qui sont reliées au temps. Comme je vous l'ai présenté dans la première partie, c'est la voyance, c'est la vision à distance, c'est la prémonition ou l'intuition. Et puis, il peut y avoir aussi un autre phénomène qui se produit, c'est la relation qui peut exister entre une conscience intuitive et une autre. Une conscience intuitive qui est vivante et une conscience intuitive qui est déjà passée par une autre phase, on peut dire, une phase d'émission. Quelqu'un qui se met à se mettre en alerte. Et je reçois beaucoup de courriers de mamans qui me disent avoir été alertées par leur enfant lorsqu'il se trouvait à distance et qui se trouvait très mal. C'est des relations télépathiques. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout les mamans qui ont ça, plus que les papas. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'intuition, on parle bien de l'intuition féminine, qu'il y ait beaucoup plus cette possibilité chez les mamans. D'ailleurs, les médiums sont souvent des femmes, et chez les médiums hommes, il y a beaucoup d'homosexuels. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une féminité quand même très aiguisée chez des gens qui ont développé cette conscience intuitive. Et puis, il y a aussi, il faut en parler, parce que il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Et ça me fait penser que je faisais cette conférence dans un lieu particulier, où il y avait une association, et c'était plutôt des scientifiques, et une dame, après, dans les questions, m'a dit « Docteur, vous avez parlé, je vous ai très bien suivi sur votre conscience intuitive jusqu'à ce que vous parliez de Dieu. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que quand on est scientifique, on ne parle pas de Dieu. Ça, c'est du domaine personnel, privé, la spiritualité ne doit pas être mélangée. » Alors, je le dis tout de suite, je ne fais pas de prosélytisme. Quand je parle de Dieu, je parle de ce qu'on pourrait appeler le grand architecte. Je pense qu'il est logique de croire qu'il y ait quelque part un grand architecte. Ne serait-ce que quand on voit la création de l'univers, il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu cette fameuse explosion d'énergie avec ces milliards de galaxies créées et ces milliards de planètes qui sont dans chaque galaxie. Et nous sommes une de ces planètes, nous sommes l'un des humains de cette planète, un grain de sable sur une plage qui n'aurait pas de fin, l'infini, il y a de quoi être humble quand même. Et on se dit que, c'est pas moi qui me le dis, ce sont les scientifiques qui nous disent, que si ce Big Bang avait eu 1 milliardième de seconde de retard d'avance, eh bien tout ça n'existait pas. Donc quand même, il faut bien reconnaître qu'il y a eu quelque chose
qui est de l'ordre d'un élément que l'on ne peut pas appeler hasard ou coïncidence. En fait, chaque fois qu'on est relié à Dieu, on est relié à l'amour inconditionnel. C'est ça, Dieu. Tout ce qui est divin, c'est l'amour inconditionnel. Lorsque vous faites un acte sans attendre un retour, eh ben, c'est de l'ordre du divin. Quand vous aidez quelqu'un à traverser la rue, c'est de l'amour inconditionnel. C'est aussi faire un bénévolat quelconque, c'est faire donc de l'œuvre humanitaire, c'est se mettre à se rassembler après une grosse émotion collective, comme ça s'est passé après Charlie, par exemple. Il y a eu quelque chose de divin qui s'est passé dans l'humanité, lorsque tous ces gens se sont rassemblés pour protester de façon pacifiste. Oui, c'est ça, cette conscience intuitive, elle peut être sollicitée par toutes ces émotions et toutes ces informations qui nous arrivent et qui sont reliées donc à ce que l'on peut appeler l'amour inconditionnel. Alors, comment ça fonctionne au niveau des interactions entre la conscience analytique et la conscience intuitive? Eh bien, c'est très simple. Lorsque la conscience analytique s'allume, eh bien, tout de suite, la conscience intuitive s'éteint. La conscience analytique, elle est d'autant plus performante et renforcée que nous sommes adultes, âgés, et que nous avons fait des études longues et fastidieuses. Quand je vous ai dit qu'à la fin de mes études de médecine, j'étais un abruti intégral, j'ai un peu exagéré, mais c'est vrai que j'avais une conscience analytique qui marchait à plein régime. Et cette conscience analytique, elle va venir censurer toutes les informations de la conscience intuitive, toutes les informations extrasensorielles. On ne s'en rend même pas compte. On reçoit plein d'informations de la conscience intuitive pendant la nuit, par exemple, ce qu'on appelle les rêves, d'autres appellent les voyages astraux. Mais dès le réveil, la conscience analytique tourne en plein régime et censure toutes les informations qui ont été données. On ne se souvient pas de tous nos rêves, pourtant on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Dans les expériences de mort provisoire, c'est exactement la même chose. Seuls 18% des personnes se souviennent de ce qu'elles ont vécu réellement lors de leurs arrêts cardiaques. Et c'est tellement vrai que plus on avance dans la conscience analytique, dans son renforcement et dans ce qu'on pourrait appeler le muscle de la conscience analytique, eh bien, moins on va avoir d'expériences extrasensorielles. Les enfants, par contre, ont très peu de conscience analytique, en tout cas beaucoup moins que nous, qui sommes adultes, qui ont été préformatés par de longues études. Et c'est pour cela qu'il y a ce pourcentage chez les enfants. 65% d'enfants qui avaient vécu des arrêts cardiaques ont eu une expérience de mort provisoire. Ce n'est pas 18%, c'est 65%. Parce qu'ils n'ont pas cette censure de cette conscience analytique qui va essayer de tout mesurer, de tout expliquer par rapport à des références que l'on a eues lorsque l'on a été, je ne vais pas dire les victimes, mais les bénéficiaires de nos enseignements quand même. Ils nous ont appris quand même pas mal de choses. Donc cette conscience analytique marche trop pour permettre d'atteindre ce que certains appellent l'état d'éveil et d'avoir une conscience intuitive qui soit ultra performante avec cette possibilité donc de pouvoir recueillir toutes ces informations. Dès que la conscience intuitive s'allume, eh ben, c'est l'inverse qui se passe, c'est la conscience analytique qui s'éteint. Et ça, je l'ai observé chez les médiums, par exemple. Lorsqu'ils étaient en état de médiumnité, eh ben, beaucoup étaient incapables de savoir ce qui se passait au moment où ils ont délivré les messages. Ils sont déconnectés du temps et de l'espace, pratiquement. Ils sont dans leur monde, ils reçoivent les messages et ils les délivrent. Et ensuite, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit. C'est dire quand même la puissance de cette conscience analytique, parce que dès que la conscience analytique s'éteint, ben, c'est elle qui reprend le dessus. La conscience analytique qui s'éteint, eh ben, ça se passe dans le sommeil, toutes les nuits, pendant les comas,
Ça se passe aussi pendant l'anesthésie générale, ça se passe, on l'a vu, pendant la mort clinique, pendant les méditations, les prières, pendant les expériences chamaniques aussi, et puis certaines expériences transcendantes, comme celles que l'on peut voir lorsque on prend de l'LSD, Stanislas Grof l'a montré, ou certaines plantes comme l'iboga ou l'ayahuasca. Et ça peut se produire aussi sous hypnose. On peut avoir donc sous hypnose un éveil de la conscience intuitive en masquant les données de la conscience analytique. La conscience intuitive qui s'éteint, eh ben, c'est la conscience analytique qui s'allume. Et ça, c'est le réveil de sommeil, tous les matins. Parce que vous vous réveillez, ben, vous avez la conscience analytique tout de suite qui s'éveille, qui va tout évaluer, qui va tout peser, tout mesurer. Elle nous rend forcément malheureux, cette conscience analytique. Parce que elle va nous relier au temps, elle va nous relier à l'espace, elle va permettre de nous mesurer chaque fois, de nous évaluer par rapport à l'autre. C'est cette fameuse conscience analytique qui gonfle notre ego, finalement, et qui cherche à tout prix la compétition que représente ma personne par rapport à l'autre, qui suis-je par rapport à l'autre. Voilà. Et cette conscience analytique, finalement, fait beaucoup de dégâts. Elle est indispensable, parce qu'on ne peut pas être complètement branché sur la conscience intuitive. On est obligé de savoir un petit peu gérer dans ce monde matériel les choses. Mais en fait, on a une inflation de cette conscience analytique, en particulier dans le monde occidental. Oui, elle s'allume à la fin de ces expériences de coma, d'anesthésie générale, d'expériences de mort provisoire, et à la fin de chaque expérience transcendante. Cette caractéristique de la conscience intuitive, eh ben, c'est qu'elle nous relaie au champ de conscience universel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle nous relaye à ce champ en permettant d'envoyer des informations dans la prière. On fait des demandes à l'univers, et puis on reçoit, soit sous forme de synchronicité, soit sous forme de perception médiumnique, on reçoit des signes de l'au-delà, on reçoit des informations lorsqu'on cherche l'inspiration. Un écrivain qui se met devant sa feuille de papier et qui va écrire un roman, il ne sait pas du tout ce qu'il va écrire, et il se met à écrire. Vous connaissez peut-être Didier Van Kovlert, c'est l'écrivain qui a eu le prix Goncourt, qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes-là. Il m'avait invité à déjeuner. Il voulait savoir si mon travail l'intéressait. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Je lui ai demandé comment il travaillait lui-même. Et il m'a dit que lorsqu'il créait ses romans, il ne savait pas du tout ce qu'il allait écrire. Il était en état d'écriture, me dit-il. Il est en état d'écriture. Il se met donc sur son ordinateur et il écrit. Et après, il découvre presque ce qu'il a écrit. Il peut écrire comme ça pendant des heures sans boire et sans s'alimenter. Et après, il s'aperçoit que l'heure a passé, mais il a la notion que ce n'est pas son petit cerveau qui a fabriqué l'histoire. Il a été connecté à un champ de conscience universel et il a capté donc son histoire de cette façon. On peut être connecté de conscience intuitive à conscience intuitive, on peut avoir envie d'appeler un copain en même temps où celui-ci vous appelle au téléphone par exemple, et on s'aperçoit comme ça qu'on est tous finalement reliés les uns aux autres et qu'on est reliés par l'intermédiaire de cette conscience universelle qui est au-dessus de nous et qui finalement pas nous donne des ordres, mais nous donne des informations, et nous, avec notre libre arbitre, on va être capable d'articuler quelque chose qui nous unit et qui nous fait faire un édifice qui nous dépasse complètement. Elle ne disparaît pas au moment de la mort, elle est perceptible que quand la conscience analytique disparaît. Elle est reliée à tous les champs d'information universelle et elle est reliée, bien sûr, aux autres. Alors, compte tenu de ces choses que je viens de vous dire, on pourrait se demander, mais que faire avec tout ça, avec cette logique de conscience analytique et de conscience intuitive indépendante du cerveau? J'avais fait une série de conférences au Canada et on m'avait dit, les organisateurs m'avaient dit, oui c'est très bien les conférences, mais au Canada, c'est comme les Américains d'ailleurs, ils aiment bien faire des ateliers. Il faut faire des ateliers parce qu'ils aiment bien travailler par rapport à ce qu'on leur a proposé comme modèle de pensée. Voilà.
Alors j'étais bien embêté avec ça, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais quand même pas les endormir avec des vapeurs d'anesthésie dans une salle, je vais pas faire des trucs comme ça. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit que si ma théorie de conscience analytique, conscience utile était valable, eh bien on pouvait peut-être les mettre en communication avec les défunts par l'intermédiaire d'une méthode qui est bien connue des anesthésistes, c'est l'hypnose. Donc je me suis renseigné auprès de confrères qui pratiquaient l'hypnose. Vous savez qu'en anesthésie on fait de l'hypnose et on coupe la conscience analytique, non pas pour les connecter avec les défunts, mais pour couper la perception douloureuse de la conscience analytique. C'est une méthode très simple, hein. N'importe qui peut faire cette hypnose anesthésique. On a des méthodes de relaxation, de respiration, on les amène dans un certain niveau d'énergie au niveau du cerveau, qui les permet de se déconnecter de la conscience analytique. Finalement, on les branche sur la conscience intuitive et on leur suggère un voyage pendant l'anesthésie, ce qui permet au chirurgien d'opérer tranquillement sans que le patient souffre. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai appliqué cette technique, mais au lieu de les opérer, j'ai demandé, je leur ai suggéré de penser à un être cher disparu par une méthode visuelle, visualiser son visage, ses expressions, on les amène doucement dans cette relation. Dès que le contact est établi, dès qu'ils ont visionné l'être cher disparu, je les laisse un moment dans cet état-là pour qu'ils aient un échange avec le défunt, avec la conscience intuitive du défunt. Et puis, on a après le retour qui se fait de façon douce aussi pour aller avec un retour qui soit, je dirais, parlant pour la personne qui a vécu cette expérience. Je vous signale qu'il y aura bientôt à Marseille, donc, avec M. Chabot, qui est un hypnologue que j'ai rencontré au Canada, une conférence que nous ferons ensemble à la fin de la semaine sur ce sujet. Donc, ces gens ont eu indéniablement un contact pour certains, parce qu'après on fait un débriefing, hein, on ne peut pas faire ça dans une grande salle comme ici, c'est avec une dizaine de personnes tout au plus, on peut faire ça. Et là, les gens nous racontent ce qu'ils ont vécu, c'est très intéressant. Par exemple, il y avait une dame qui était là et qui avait demandé d'être mise en contact avec son mari décédé. Et elle était très émue, elle a pleuré en racontant ça, parce qu'elle n'a pas eu son mari, elle a eu son père. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il vienne. Son père qui était venu lui demander pardon pour quelque chose qu'elle n'a pas voulu me dire, mais il a beaucoup parlé, parce que c'était le pardon qu'elle attendait, et son père est venu lui demander pardon pendant ce contact sous hypnose. Donc ça c'est la première application clinique de cette conscience analytique et la conscience intuitive. Et il y a aussi d'autres applications que l'on peut faire avec les médiums. J'ai commencé donc à faire ça avec les comateux et avec les gens qui sont sous anesthésie générale. Alors, on a commencé à faire ça au bloc opératoire avec des médiums qui sont venus et qui ont eu des contacts intéressants avec des gens qui étaient sous anesthésie générale. Donc en même temps, je fais un enregistrement électroencéphalographique de la personne qui est endormie et je demande au médium de nous dire à haute voix ce qu'il ressent. Pendant l'opération, le médium parle, il y a un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, bien sûr, il faut que la personne soit consentante, hein, il faut le consentement éclairé. Donc à la fin de l'expérience, ce qui est intéressant, c'est que la personne peut valider le ressenti du médium. Il peut dire oui, ça c'est vrai, ça c'est exact, ça moins je ne vois pas. Voilà. Donc ce sont des tests qui sont faits dans un but bien précis, c'est de savoir ce que pense un comateux. C'est très intéressant, c'est très frustrant pour nous réanimateurs de ne pas savoir ce que pense un comateux. Je pense par exemple maintenant au cas de Vincent Lambert, on peut se demander ce qu'il ressent. Imaginons qu'un médium ou trois nous disent la même chose, ça va nous parler peut-être. Donc ça serait quand même intéressant de savoir ce que pense le comateux,
ce qu'il a envie de communiquer aux autres, ses ressentis, ce qu'il a envie qu'on fasse avec lui, comment il a envie que les choses évoluent. Ça serait vraiment une grande avancée de pouvoir introduire ces médiums de façon pas systématique mais autorisée dans les centres de réanimation pour pouvoir travailler avec eux et pouvoir évoluer donc, dans le même sens. Bon, malheureusement, les recherches ont été interrompues de façon provisoire. Elles vont reprendre au mois de juillet. En particulier, on va travailler dans un centre où il y a des possits relationnels. Je vous conseille à ce propos un livre, Le récit d'Oriane. Je crois qu'il y a une parente qui est dans le public. Je ne sais pas où elle est, bon, enfin, peu importe. Qui a écrit ce livre, c'est la maman d'une jeune fille qui était restée en état possi relationnel et qui a décrit tout un tas d'expériences intéressantes où elle a pu communiquer ses ressentis. Alors qu'on pensait que sa vie était désespérée et quelque chose d'absurde, eh bien elle disait que non, elle a pu dire qu'elle était dans une richesse spirituelle extraordinaire, elle ne voulait pas mourir. Alors que, bon, la majorité des médecins pensaient que c'était tellement pitoyable qu'il valait mieux qu'elle meure. Donc, c'est intéressant de savoir. Oui, alors je disais que on avait un petit peu communiqué via Facebook, les réseaux sociaux, vous savez, les choses savent très vite. Donc, il y a eu un article qui a été publié sur une revue distribuée en kiosque qui s'appelle la revue Inexplorée, que vous connaissez, de Stéphane Alix, qui fait un travail remarquable, et il avait titré, assez imprudemment, Un médium à l'hôpital. Bon, 2 pages d'explication. Le docteur Charbonnier se retrouve au Conseil de l'Ordre, évidemment. Parce que des confrères bien intentionnés ont porté plainte contre moi, évidemment, comme vous disiez, violemment combattu, c'est vrai, en disant, voilà, nous avons parmi nous un charlatan qui fait venir des médiums dans les blocs opératoires, il doit être sanctionné. Et vous savez que, vous ne savez pas que le Conseil de l'Ordre est quand même une arme assez redoutable, puisque lorsque vous donnez une information contraire aux données actuelles de la science, vous pouvez être sanctionné durement. Vous pouvez être tout simplement radié du Conseil de l'Ordre, on vous empêche d'exercer votre métier, ou on vous donne des périodes d'interdiction pendant des périodes plus ou moins longues. Mais les choses ont tourné à mon avantage, puisque le Conseil de l'Ordre a pris ma défense en disant que j'étais un chercheur et qu'il ne fallait pas avoir donc, de comportement anticonfraternel avec moi, parce que c'était ceux qui allaient m'attaquer qui allaient, au contraire, avoir des sanctions. Donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là, mais on m'a demandé de prendre des précautions, donc chose que je fais maintenant, parce que c'est vrai qu'on ne fouille pas de façon non consentie la mémoire de quelqu'un. Bon, quand c'est quelqu'un qui est sous anesthésie générale, c'est facile. On obtient facilement son consentement éclairé. Il suffit de lui demander pendant la consultation d'anesthésie. Je ne demande pas à tout le monde, hein, évidemment. Je ne vais pas dire à n'importe qui. Bon, mais quand on commence à venir me voir, je vais me faire opérer. Ah, puis je vous connais, docteur, c'est bien ce que vous faites. Bon, là, déjà, je commence un petit peu à tendre l'oreille. Et je dis, oui, justement, en ce moment, je fais des tests avec les... Ah, mais moi, je veux bien participer. Voilà, ça se passe comme ça. Il faut que ça vienne de la personne, c'est pas moi qui vais aller la solliciter. Et puis, c'est différent pour les gens qui sont dans le coma, parce qu'eux, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on fouille leur conscience ou pas? Donc, on est en train de faire un protocole qui va bientôt être finalisé avec Maître Fier, qui est un avocat du droit sanitaire, pour proposer un protocole en désignant la personne de confiance qui autorisera de faire cette expérimentation, un petit peu comme l'on fait lorsque on décide les thérapeutiques pour les fins de vie, donc la personne désignée de confiance. Conscience intuitive du médium, donc avec la conscience intuitive de la personne qui est soit sous anesthésie générale, soit dans le coma, et puis bien sûr, alors là vous le savez, conscience intuitive du médium, avec la conscience intuitive du défunt, ça c'est monnaie courante, on pourrait dire les choses comme ça. Alors, comment peut-on mettre en application ces fonctionnements de conscience avec les pires épreuves de la vie? Eh bien, en fait, ça peut nous aider aussi. Il n'y a pas que ces applications cliniques, ça peut déboucher sur des choses bien pratiques. Lorsque nous perdons un être cher, nous sommes immédiatement connectés sur notre conscience analytique. Tout de suite.
C'est-à-dire, on va penser par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport à soi, par rapport à son ego, par rapport à son image. Par rapport au passé, on va se dire, que vais-je devenir sans lui ou sans elle? Par rapport à son futur, pardon, on va dire ça, par rapport à son passé, on dira, je ne connaîtrai plus jamais ces moments avec lui ou avec elle. Que vais-je représenter sans lui ou sans elle? Mon image que je vais donner aux autres sans lui ou sans elle. Bref, on voit bien que c'est sur nous que nous pleurons, finalement, nos êtres chers. On pleure sur nous. C'est normal de pleurer. Moi, le premier, je pleure, je perds un être cher, bien sûr, je n'ai pas un cœur de pierre, je pleure, mais je sais que je pleure sur moi, sur mes manques, sur mes propres manques. Dès l'annonce du décès, on va se brancher sur cette conscience analytique, alors qu'il faudrait tout de suite l'évacuer et être branché sur la conscience intuitive. Être en harmonie avec celui ou celle qui va partir de l'autre côté. Le laisser partir. Ça aussi, nous pratiquons malheureusement en réanimation trop souvent l'acharnement thérapeutique, mais il y a aussi l'acharnement affectif qui joue. J'avais dans mon bureau une fois une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Docteur, je ne comprends pas, papa est toujours là et vous me dites, vous et vos collègues, qu'il va mourir et ça fait des jours que ça dure et il ne meurt pas. » Et oui, c'est vrai. C'était un patient qui était en fin de vie manifeste. On avait fait non plus de l'acharnement thérapeutique, mais on avait facilité même pratiquement son départ, puisque c'était le moment de son départ, c'est-à-dire qu'on avait arrêté les catécholamines, qui sont des drogues puissantes qui soutiennent le cœur, on avait réduit tout son apport parentéral, l'apport nutritionnel, mais il y avait quand même le minimum, et il allait presque mieux que quand on le soignait, c'est-à-dire quand même la puissance des réanimateurs quelquefois. Et en fait, il restait parce qu'il y avait un acharnement affectif de sa fille, qui tous les jours venait pleurer à ses chevet pour lui dire, supplier de rester. Et alors, je lui dis à cette jeune femme, je lui dis, peut-être vous devriez lui faire comprendre que vous acceptiez son départ. Voilà, elle m'a regardé bizarrement. J'ai vu que je l'avais choqué. Ça voulait dire que son père, qui était dans un coma profond, pouvait l'entendre. Ça voulait dire surtout qu'elle pouvait influencer son départ par son propre comportement. Donc elle est partie. J'avais l'impression qu'elle était fâchée. Puis non, elle est revenue très vite finalement, dans la même journée. Elle m'a dit, pour me remercier, elle m'a dit docteur, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit de faire, et papa est parti dans les 15 minutes. En fait, il n'attendait que ça, son père. Il n'attendait que cette permission de partir. Et souvent, on le voit, ça en réanimation, les gens attendent une autorisation, ils attendent une visite avant de partir. Ils tiennent jusque-là, on ne sait pas comment, mais ils arrivent à tenir jusque-là. Donc, il faudrait, nous, par le biais de notre conscience intuitive, eh bien, se rapprocher d'eux et leur donner la permission de monter dans la lumière et se dire que ce lien ne sera jamais coupé, parce que vous pourrez interroger les disparus, parce qu'ils seront de l'autre côté du voile, et vous aurez, vous aussi, soit sous forme de synchronicité, soit sous forme de médiumnité, des informations. Il m'arrive très souvent de demander des choses à mon père, et mon père me répond soit sous forme de synchronicité. Ça peut être un mot affiché sur un camion que je suis, qui me donne une solution, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, ce sont des signes qui me sont envoyés. Je suis persuadé de ça, je suis persuadé qu'il y a ce lien qui n'est jamais coupé. Et enfin, je vous ai mis ça parce que, bon, je sais que c'est un peu dur pour certains, ce cinquièmement, mais je ne pouvais pas le passer sous silence parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que j'ai eu la chance de perdre mon être cher, je ne dis pas mon enfant, mon conjoint, etc. Ça a été pour moi une épreuve qui m'a ouvert la voie de la spiritualité. C'était quelque chose qui était sur mon parcours de vie. Et grâce à cette épreuve, eh bien, j'ai changé complètement ma vie et j'ai compris l'essentiel. Voilà en gros la transformation que certains ont éprouvée après avoir perdu un être cher. Je ne vous cache pas qu'il faut quand même avoir fait un sacré chemin spirituel avant d'en arriver à cette conclusion. La perte d'un être cher, c'est peut-être aussi la perte de son animal favori, pourquoi pas. On me demande souvent, est-ce que les animaux ont une âme? Je ne vois pas pourquoi les animaux n'auraient pas un esprit. Ils ont au contraire une conscience intuitive beaucoup plus développée que la nôtre.
conscience analytique, très peu. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup d'intuition, les animaux. Vous savez que dans les décombres du tsunami, on a rencontré presque aucun cadavre d'animaux parce qu'ils étaient tous barrés avant, quoi. Ils avaient compris qu'il allait se passer quelque chose. Ils ont des prémonitions, des intuitions, ils sont médiums. Certains se figent un instant devant quelque chose d'invisible, comme s'ils voyaient quelqu'un. Ça arrive souvent avec les chats. Les chats, le chat Oscar, vous connaissez son histoire. Ce chat Oscar qui se baladait dans un établissement de soins et il montait sur le lit des patients qui allaient passer de l'autre côté et il ne se trompait jamais. Alors que les médecins, eux, se trompaient souvent. Et lui, non. Il est sûr que celui qui voyait arriver le matou sur son lit, il avait de quoi se faire du souci, mais en tout cas, lui, il ne se trompait jamais. Alors bien sûr que les animaux ont une conscience effective. Pourquoi n'aurait-il pas un esprit? Il ne faut pas donc se culpabiliser d'être malheureux lorsqu'on perd un être cher, mais encore moins, enfin il n'y a pas le plus ou de moins, mais c'est normal de pleurer lorsqu'on perd son chat, son chien, son animal favori, mais on pleure sur soi, sur ses manques, toujours pareil, sur sa conscience analytique par rapport au manque que nous allons avoir. Et notre conscience intuitive ne sera branchée que très rarement finalement. Alors que les médiums nous disent bien que de l'autre côté, ils nous attendent. Et souvent, ce sont des signes de reconnaissance d'ailleurs. Les médiums disent, tiens, il y a 2 chiens, ils décrivent les chiens, et puis la personne dit, oui, j'avais ces chiens. Et bien voilà, ces chiens sont de l'autre côté, et c'est un signe de reconnaissance aussi que nous envoient les esprits. Donc oui, la perte de son animal favori fait partie des pires épreuves de la vie. Et la maladie grave ou le handicap lourd est aussi une épreuve. Et on va être tout de suite branché sur la conscience analytique que ne vais-je plus pouvoir faire maintenant avec cette maladie ou ce handicap, dans le futur, nostalgie, angoisse du futur, nostalgie du passé, bref, on est dans l'analyse. Que vais-je représenter par rapport aux autres avec ce handicap ou cette maladie, bref. Et on se fabrique nos maladies, on se fabrique aussi nos guérisons. J'ai eu personnellement, moi, une guérison que l'on pourrait appeler d'inexpliquée, guérison spirituelle. Ça s'est passé à Lourdes. Je ne dis pas du tout ça pour faire le malin, je dis ça parce que il faut que vous sachiez que j'ai plein de défauts, j'ai rien d'un petit saint, et on peut avoir ce style de guérison même avec mon profil. Voilà. À l'âge de 9 ans, j'avais une grave fracture de l'épaule et mes parents étaient très embêtés, plus que moi, je dois dire, puisque j'avais même surpris une discussion de mes parents dans la cuisine. Et ma mère disait, tu te rends compte, il ne pourra même pas faire danser les filles, il ne se mariera pas, il ne pourra pas conduire. Et j'avais mon épaule qui était bloquée à 10 degrés dans tous les sens. Et le chirurgien avait dit, il faudra attendre qu'il soit adulte, on lui mettra une prothèse d'épaule, parce que mon épaule était d'abord multifracturée, et puis ensuite, elle était avec donc, ce qu'on appelle des ostéophytes, elle était bloquée, quoi. Il y avait des bouts d'os qui s'étaient mal mis, et elle était bloquée dans tous les sens. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller à Lourdes. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce lieu où est apparue Marie il y a 150 ans maintenant, un petit peu plus. C'est un lieu de pèlerinage où viennent les gens qui veulent bénéficier de petits miracles ou de guérisons spirituelles. Et mes parents étaient étonnés parce que j'ai reçu certes une éducation catholique, mais bon, vous savez, catholique, je dirais moyennement pratiquant, une messe de temps en temps, et puis voilà, c'est tout. Ma grand-mère, par contre, était très croyante et très pratiquante. Quand elle a su que son petit-fils voulait aller à Lourdes, bien sûr, elle a dit « je l'accompagne, je viens ». Bon. Et on est tous partis, on a fait un long voyage, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les autoroutes, c'était une longue route. Mes parents ont travaillé le lundi, moi j'allais à l'école aussi, mais comme ma grand-mère était en retraite, mais bon, bref, elle est venue. Et on a fait ce long voyage, on est allé à Lourdes, on a fait la queue devant ce rocher où est apparue Marie. Tout de suite j'ai ressenti quelque chose de fort, parce qu'on voit, il se passe quelque chose dans ce lieu, une espèce d'égrégore. Un élan spirituel, c'est tous ces gens qui sont en souffrance,
qui sont dans le meilleur des cas sur des fauteuils roulants, d'autres sont sur des lits médicalisés. Enfin, c'est très émouvant quand on est un petit garçon de 9 ans. Et j'étais très ému. Et lorsque je me suis retrouvé devant ce rocher, que chacun embrasse et on dit une petite prière et puis on part, parce qu'il y a du monde, il ne faut pas trop rester longtemps, eh ben, j'ai fait comme les autres, j'ai prié Marie à ma façon, je n'ai pas récité Je vous salue Marie, j'ai demandé quelque chose d'incroyable. Mon histoire d'épaule, ça me paraissait tellement stupide à côté de tout ce qu'il y avait aux alentours que j'ai demandé à Marie que tous les gens qui étaient là guérissent. C'était un grand truc. Et là, j'ai ressenti comme quelque chose comme un frisson. Bon. Puis on est parti, on a fait la route, on est reparti aussitôt, on n'a fait que ça. On est reparti, on est arrivé dans la nuit tard, et à quelques kilomètres de chez moi, j'ai ressenti comme une main de géant qui s'appuyait sur mon épaule et qui l'a chauffé comme ça. Et là, j'ai senti que j'étais en train de guérir. J'ai rien dit, personne. Mais le lendemain matin, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors mes parents étaient fous de joie, évidemment. Ils ont tout de suite téléphoné à ma grand-mère, vous imaginez dans l'état dans lequel elle était. Pour elle, c'était un miracle. Et le plus étonné, quand même, ça a été le chirurgien, parce qu'il a pris un cliché, il a pris des clichés dans tous les sens, il dit « je comprends rien, on dirait qu'il n'a jamais rien eu dans cette épaule ». Donc, je crois qu'on est tous capables de ça. On est capable de créer nos maladies, et on est aussi capable de les guérir. Un autre exemple, je suivais un patient qui était atteint d'un cancer de la vessie. J'en parle dans le livre La médecine face à l'au-delà. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a plus de livre, mais bon, vous pourrez lire. Dans La médecine face à l'au-delà, je parle de ce cas. C'est un patient qui était atteint d'un cancer de vessie invasif avec métastase hépatique. Et on lui fait une première chimiothérapie, on le revoit. Donc je le rendors, le chirurgien regarde sa vessie avec la caméra et ça évolue doucement, ça se stabilise. Deuxième chimiothérapie, pareil, ça se stabilise. Troisième chimio, c'est un petit peu mieux, mais bon, mieux. Quatrième chimio, le chirurgien est fou de rage, il croit qu'on s'est trompé de patient. Parce qu'il faut dire que le chirurgien ne voit pas la tête du patient. Il y a des champs comme ça qui sont disposés, et lui il arrive avec sa caméra et il regarde la vessie, quoi. Et donc, on s'est trompé de dossier, qui c'est ce malade, c'est pas monsieur. Oui, c'était bien lui. Et elle ne comprenait rien. La vessie était redevenue normale. Alors qu'on se proposait donc encore de faire des chimios. Et on fait un bilan d'extension, métastase hépatique disparue. Alors là, quand même, je vais le voir. J'ai dit au chirurgien, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je comprends rien. Je crois qu'il est en rémission sans doute. Vous voyez déjà, la rémission. Mais non, j'ai dit, il est guéri, tu vois bien, il est guéri. Rémission, ça veut dire que ça peut recommencer. Voilà. Il dit jamais guérison. Non, il est en rémission. Mais non, il était guéri. Donc je vais le voir et je lui ai dit, vous savez, vous êtes guéri? Ben oui, je sais, mais moi je savais que j'allais guérir. Je le savais. Vous savez, tout le monde se comportait autour de moi comme si j'allais mourir bientôt. Mais en fait, non, moi je savais que j'allais guérir. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, j'ai beaucoup prié. Mais je ne priais pas pour moi, je priais pour les autres. Et puis alors, j'ai loué des films de Laurel et Hardy, ça m'a fait énormément de bien. J'ai relu des livres que j'aimais bien, qui me faisaient rire. J'ai lu des livres qui m'ont ému dans ma vie et je les ai relus. Je m'entourais des gens gays. Et puis il y a une chose que je faisais surtout plus, je crois que c'est ça qui m'a rendu malade, je n'écoutais plus jamais le 20h à la télévision. Parce que je crois que c'est ça qui m'a rendu malade et qui m'a provoqué un cancer de vessie. Donc il avait trouvé la solution, il avait guéri la guérison spirituelle, ça existe bien sûr. Nous créons nos maladies, nos handicaps, nos guérisons, la conscience analytique s'allume dès qu'on les a, et en fait nous pouvons nous aider de la conscience intuitive de nos défunts qui viennent nous donner conseils et être reliés aussi au champ de conscience universel. Et beaucoup de patients qui se retrouvent dans des situations de précarité de santé sont mieux branchés, je pense en particulier à Oriane qui était dans un état de possible relationnel, qui sont mieux branchés sur leur conscience intuitive, bien sûr, parce que là, à ce moment-là, la conscience analytique, c'est...
Vaincre les pires épreuves de la vie, ça peut être aussi sa propre mort, et c'est sûr, l'enseignement des expérienceurs. Et vous savez, pas très loin d'ici à Marseille, il y a Éric Dudois, qui est un psychologue, qui travaille à la Timone, et qui se sert des récits d'expérienceurs à travers le livre de Sonia Marcala et de son film Faux départ, à travers mes livres aussi. Il m'a dit qu'il prête ces livres. Et ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont proches de la mort, parce que ça leur montre qu'au moment de la mort, tout n'est pas fini et c'est presque le début d'autre chose. Le début de quelque chose qui est bien sûr magnifique. Bon, n'allez pas pour autant vous suicider en sortant d'ici. C'est vrai que ce qui nous attend quand même, ça promet d'être assez joyeux et assez bien, quoi, quand même pas mal. Et ça vous permet d'être prêt pour être heureux dans la vie, il faut être prêt à mourir, nous disent les bouddhistes, mais c'est vrai que quand on sait que la mort n'est qu'un passage, c'est quelque chose qui permet de mieux apprécier la vie. J'en profite pour dire que les expérienceurs, dans leur majorité, sont très heureux de vivre, mais beaucoup plus heureux qu'avant. Ils se détachent des valeurs matérielles de cette planète, ce qui les aide bien à être beaucoup plus heureux, parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Aimer les autres, qu'est-ce qu'il y a de mieux sur cette planète pour être heureux? Si vous êtes au contraire dans la possession, dans la représentation sociale, tout ça, ça va vous rendre malheureux, ça va susciter de la colère, du renforcement de l'ego, enfin, tout ce qui est négatif, quoi, la peur, etc. Donc c'est ce qui permet d'être heureux. François Brune nous dit « La joie de vivre, le bonheur de mourir », là il va peut-être un peu loin. Il dit le plus beau jour de ma vie, je sais que ce sera le jour de ma mort, mais là je trouve qu'il va quand même un peu loin. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, eh bien, le fil ne sera pas coupé, puisque vous pourrez vous aussi à votre tour communiquer aux êtres chers qui sont restés sur ce plan inférieur, le plan dans lequel nous sommes actuellement. La perte affective, ben, c'est la perte donc, de l'être cher, mais en dehors de la mort, c'est-à-dire c'est le conjoint qui se barre, c'est voilà, une relation coupée, la mère avec son enfant, par exemple, qui se dispute, qui ne voit plus ses enfants, voilà. Et tout ça, ça va laisser de la vacuité qui va être occupée par la conscience analytique. Qu'est-ce que je vais faire sans lui, sans elle maintenant? La nostalgie, et comment vais-je remplir ce vide qui va être rempli avec de fausses pistes, la plupart du temps, avec des addictions au travail, des gens qui vont se mettre à travailler comme des fous, ou avoir des comportements pratiquement suicidaires, qui vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, le sexe, etc. Mais cette perte affective, ça va permettre aussi, pour certains, de se brancher sur la conscience intuitive et de susciter quelque chose qui est de l'ordre du divin, puisque c'est de l'amour inconditionnel, c'est savoir se brancher sur le pardon. Pardonner à celle ou celui qui vous a quitté, pardonner à votre ami qui vous a piqué votre femme, ou des choses comme ça. Donc, se brancher sur le pardon, dans la perte affective, c'est se brancher sur la conscience intuitive et donc sur l'amour inconditionnel. Vaincre les pires épreuves de la vie, c'est aussi, malheureusement, il faut en parler, la perte de son métier, la ruine, ben, ça aussi, ça peut nous rendre malheureux, surtout si on est très branché alors, sur la conscience analytique, parce que si on est représenté par cette conscience analytique, eh bien, on va être dans le malheur, dans la peur, dans la colère. La représentation sociale, que vais-je représenter sans mon boulot et sans un rond? Il va falloir réaliser ce qu'on appelle un égocide, c'est-à-dire tuer son ego pour être peut-être le moment de faire un point sur sa vie. Qu'est-ce que l'au-delà nous envoie comme message en nous mettant dans cette situation-là? Pourquoi suis-je dans cette situation-là? Finalement, c'est peut-être pour aller sur un autre chemin. Et cet autre chemin, souvent, c'est une découverte. Les gens se retrouvent bonifiés après avoir traversé cette épreuve. Donne et tu recevras, c'est pas moi qui le dis, vous reconnaîtrez la phrase. Se brancher sur la conscience intuitive dans ces cas-là, c'est aussi pardonner à votre patron qui vous a viré, c'est pardonner à votre collègue qui a pris votre place, bien, celui qui vous a ruiné, voilà. Pardonner, c'est une belle occasion d'être branché sur sa conscience intuitive. C'est une épreuve qui pourra vous faire vraiment gagner en bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces trois clés du bonheur inconditionnel. Première clé, savoir que nous sommes un esprit temporairement. Oui,
ça, c'est peut-être le plus difficile. C'est cette perception de ce corps dissocié de l'esprit. Je vais vous raconter une dernière anecdote pour terminer. C'est une infirmière qui travaillait avec moi en bloc opératoire, qui était terrorisée parce qu'elle était soumise aux agressions d'un chirurgien pervers, je vais dire, qui se régalait de la voir pleurer. Voilà. Et elle était son instrumentiste, et chaque fois ça se passait de la même façon. Elle commençait à l'aider, il lui faisait une remarque, d'un ton assez autoritaire, cassant, oui. Il lui disait n'importe quoi, il disait vous tremblez un petit peu là, ça va pas. Alors bien sûr elle tremblait encore plus, puis c'était là, et ça finissait de la même façon. Elle posait les instruments, elle partait, et il fallait la remplacer. Et voilà, je vous l'avais dit, comme il ne fallait pas me mettre cette fille, elle ne vaut rien, etc. Bon, c'était chaque fois pareil. Et un matin, avant que la séance opératoire commence, à peu près vers 7h15, 7h30, avant le 8h, le coup d'incision de l'historique du chirurgien, on était dans la salle de repos et on buvait de café, on était tous les deux, et il me dit je ne sais pas comment faire moi avec cet homme, hein. Chaque fois ça va recommencer, je sais que je ne vais pas tenir, vous n'avez pas un conseil? Alors j'allais pas lui expliquer la conscience analytique et la conscience intuitive, on n'avait pas le temps, mais j'ai eu une idée. Je lui ai dit vous allez faire la chose suivante, dès qu'il va vous engueuler, à la première engueulade, vous allez vous imaginer sorti de votre corps. Vous allez regarder la scène du haut du plafond, comme si vous étiez au plafond, vous allez voir vous deux là, cette dispute, comme elle va vous paraître minable et rigolote à la fois, parce que ça vous permet d'avoir de l'autodérision, de se moquer de soi-même. C'est très bon pour l'ego, et parce que même quand on se met comme ça, à être ému, parce qu'on se fait engueuler, c'est son ego qui travaille. Donc, vous allez voir à quel point c'est rigolo cette scène. Vous allez voir deux individus qui s'engueulent comme ça, vous allez voir que ça va marcher. Vous croyez? Ben oui, essayez, vous allez voir. Bon. On commence l'intervention. Évidemment, le chirurgien qui commence à lui dire que c'était pas du 3-0 qu'il fallait, mais du 2-0, et qu'elle s'était encore trompée. Bon, elle me regarde, je vois son regard à travers son masque, et puis moi je lui fais. Et puis, elle se calme, ses mains ne tremblent plus. Elle fait son opération nickel, à tel point qu'à la fin de l'intervention, le chirurgien lui dit « Mais vous avez fait de sacrés progrès, je vous félicite. » Elle était très, très contente de ça, elle vient me voir, elle me dit « Ça marche votre truc, je vais le dire aux copines. » C'est vrai que si on sait prendre de la distance, si on, par rapport à nos situations et nos postures lamentables, quelquefois et pitoyables, si on sait prendre de la distance, si on sait se dire qu'on est un esprit incarné, que cet esprit, quelquefois, il aurait tendance à vouloir sortir pour regarder nos situations, et bien là, vraiment, les choses changent. Et ça peut nous aider, ça, tous les jours, dans notre vie. Ça pourrait nous aider pour savoir se libérer de sa conscience analytique. Alors oui, différents moyens, l'hypnose en est un, mais vous en trouverez d'autres dans le livre. Ce sont finalement des méthodes de méditation, hein, ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça permet de couper la conscience analytique, et tout de suite, on se branche sur sa conscience intuitive. Voilà donc ces trois clés. Pour terminer avec cet aphorisme d'Einstein, innover, c'est penser à côté. Oui, je pense qu'en présentant cet exposé, on a bien pensé à côté, et j'espère qu'on aura un tout petit peu innové. Je vous remercie.